Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait des Fausses Confidences, un extrait des scènes 4, 5 et 6 de l'acte 1 de la pièce de Marivaux. Cette pièce jouée dès 1737 met en scène un amant éperdu, Dorante, qui utilise son valet ingénieux, Dubois, afin de conquérir la femme qu'il aime, Araminte. Mais à ce stratège initial vont s'ajouter d'autres stratèges, son oncle Monsieur Rémy, la mère de la femme qu'il aime, Madame Argante, mais aussi dans une certaine mesure Marton, la suivante, jusqu'à Araminte elle-même. Ainsi, la structure traditionnelle de la comédie amoureuse va se trouver redoublée, complexifiée par la multiplication des stratèges qui suivent chacun leur propre but. Ici, nous sommes au début de l'œuvre, dans laquelle, précisément, les différentes stratégies vont se mettre en place de manière progressive. Je passe ainsi à la lecture du texte. « Ah, je suis content, vous voilà d'accord. Ça, mes enfants, je vous fiance. En attendant mieux. Je ne saurais rester, je reviendrai tantôt, je vous laisse le soin de présenter votre future à madame. Adieu, ma nièce. »« Adieu donc, mon oncle. En vérité, tout ceci a l'air d'un songe. Comme monsieur Rémy expédie. Votre amour me paraît bien prompt. Sera-t-il aussi durable ? Autant l'un que l'autre, mademoiselle. Il s'est trop hâté de partir, j'entends madame qui vient. Et, comme grâce aux arrangements de monsieur Rémy, vos intérêts sont presque les miens, ayez la bonté d'aller un moment sur la terrasse, afin que je la prévienne. Volontiers, mademoiselle. J'admire ce penchant dont on se prend tout d'un coup l'un pour l'autre. Marton ? Quel est donc cet homme qui vient me saluer si gracieusement et qui passe sur la terrasse ? Est-ce à vous qu'il en veut ? Non, madame, c'est à vous-même. Ainsi nous l'avons vu, monsieur Rémy cherche à marier Dorante à Marton, alors même que Dorante est amoureux d'Araminte, sa maîtresse. Il s'agit alors pour lui à la fois d'accepter de rentrer dans le jeu de monsieur Rémy, parce que monsieur Rémy le sert sans le savoir, tout en ménageant Marton sur les conseils de Dubois. Ainsi, tous ces personnages qui sont des stratèges à plus ou moins haut degré vont se confronter dans une scène qui va complexifier de manière importante l'intrigue censée être simple. Nous pouvons donc ainsi nous poser la question suivante. En quoi cette scène révèle-t-elle l'enchevêtrement des stratégies ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 12, dans lequel nous assistons au mariage expéditif de Dorante et Marton par monsieur Rémy. Mariage qui soulève tout de même certaines interrogations du côté de Marton. Dans une deuxième partie, nous verrons la présentation que fait Marton de Dorante à Araminte et comment elle s'empare de cette présentation pour le faire accepter auprès de sa maîtresse. Ce seront les lignes 13 à 26. Enfin, dans une dernière partie, de la ligne 26 à 31, Marton fait semblant de s'en aller mais finalement revient puisqu'elle a d'autres stratagèmes à mettre en place, en l'occurrence pour elle-même. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une réplique de monsieur Rémy, dont la didascalie signale qu'il est joyeux, didascalie redoublée par la ponctuation expressive et les interjections A, O, et par évidemment le champ lexical adapté, je suis content, et la didascalie qui permet de matérialiser l'union de l'un et l'autre par son entremise. Il leur prend les mains à tous deux. Cette union se matérialise physiquement par cette didascalie, mais se matérialise aussi dans le langage, puisque M. Rémy utilise ici un possessif pluriel, mes enfants, incluant de fait Marton dans sa famille. Le mariage est donc expéditif, je vous fiance en attendant mieux, sous-entendu en attendant de se marier. Simplement, ce complément circonstanciel peut aussi être entendu en sileps, puisqu'en réalité la stratégie de M. Rémy n'est pas spécifiquement de marier Dorante à Marton, mais de marier Dorante tout court, à une femme, de préférence la plus riche possible. Et en ce sens, on pourrait entendre en attendant mieux dans cette acception, à savoir que pour l'instant on le fiance à Marton, mais si on trouve une femme plus riche, eh bien on le fiancera à cette femme plus riche. Ce mariage expéditif est expliqué par l'empressement de monsieur Rémy. Je ne saurais rester, je reviendrai tantôt, je vous laisse le soin de présenter votre future à madame. Ici on a une succession de propositions indépendantes, juxtaposées, quasiment en ascendette, à laquelle va même succéder une phrase averbale, adieu ma nièce, qui va véritablement matérialiser cette fuite de monsieur Rémy,
une fois ce mariage prononcé. Là encore, il est intéressant de noter la sileps sur votre futur. C'est à la fois Dorante dont il est question, puisque M. Rémy est là aussi pour présenter Dorante à Araminthe en tant qu'intendant, mais c'est aussi son futur en tant que les choses à venir qu'il s'agira de présenter, en l'occurrence leur futur mariage. Deuxième point d'intention, évidemment, c'est le retour à travers le possessif et le nom appartenant au champ lexical de la famille, ma nièce, qui va finalement entériner le mariage prononcé par M. Rémy, mariage que Marton accepte par la reprise en parallélisme, adieu donc mon oncle, parallélisme auquel on va ajouter uniquement une conjonction de coordination à valeur de conséquence, et même si la didascalie rappelle que Marton rit, dans son discours en tout cas, elle a clairement accepté de se soumettre à la stratégie de M. Rémy. Ces phrases, par ailleurs, ont valeur de didascalie interne qui signale dans le discours même de M. Rémy le fait qu'il va sortir de la scène, et par cette didascalie interne, M. Rémy se place lui-même en metteur en scène et donc affiche de fait son rôle de stratège, puisque le stratège au théâtre est toujours celui qui se dirige soi et qui dirige les autres. Le passage d'une scène à l'autre va aussi s'accompagner d'un changement de tonalité, quoi qu'il ne soit pas absolument inversé, puisque en réalité, la première réplique de la scène 5 va multiplier les annonces de ce que le spectateur sait, Dorante n'aime pas Marton, mais que le personnage lui-même ignore encore. En vérité, tout ceci a l'air d'un songe. On a la notion de songe qui s'oppose à celle de vérité, et on a la locution avoir l'air de. Tout cela va insister sur la dimension fictionnelle de ce mariage, et va résonner un petit peu comme une espèce d'ironie quasi tragique de ce personnage, Marton, qui pressentirait qu'elle se fait duper sans véritablement l'accepter immédiatement. Cela amène donc à une question. Votre amour me paraît bien prompt, sera-t-il aussi durable? Dont on peut noter la structure intéressante, puisque le mot amour est encadré par une deuxième personne et une première personne. Il s'agit bel et bien pour l'un et l'autre de tourner autour de l'amour. On repère aussi la structure en parallélisme avec un superlatif absolu, bien prompt, aussi durable. Mais il s'agit bel et bien d'une interrogation totale. Ici, il ne s'agit a priori de ne répondre que par oui ou par non, et finalement, Marton se comporte elle-même en stratège, puisque en réduisant le nombre de possibilités de réponse, elle constitue en quelque sorte un piège pour Dorante. Celui-ci esquive cependant de manière assez intéressante, autant l'un que l'autre. Ici, l'un correspond à l'adjectif prompt et l'autre correspond à l'adjectif durable. En faisant cette réponse, Dorante joue sur ce qu'il sait savoir Marton. En l'occurrence, Marton sait qu'il l'a aimé au premier amour. Elle le sait parce que c'est M. Rémy qui le lui a dit. Donc il est donc bien prompt. Et du coup, par le système comparatif, autant l'un que l'autre, il induit dans son esprit le fait que, étant prompt, il sera aussi durable. Simplement, Dorante n'aime pas Marton. Et il sait très bien que M. Rémy a inventé ce stratagème de l'amour au premier regard pour amener à terme sa stratégie de mariage fortuné pour Dorante. Et finalement, sans mentir, il ne la détrompe pas non plus, puisque la stratégie de Dorante est précisément de faire croire à Marton qu'il l'aime. Il s'agit d'un des stratagèmes que lui a recommandé Dubois dès le début de la pièce. Cependant, cet amour à la fois dit et non dit va se traduire dans l'usage du mot mademoiselle, dans lequel on peut entendre un possessif, ma demoiselle, mais dans lequel en réalité il n'y a pas de possessif. Et le mademoiselle ici serait aussi une manière de mettre à l'écart Marton, là où M. Rémy utilisait le champ lexical de la famille. De la même manière que M. Rémy utilisait des didascalies internes, ici Marton va à nouveau en utiliser. Il s'est trop hâté de partir, j'entends madame qui vient. Ici, avec cette didascalie interne, j'entends madame qui vient, on peut déduire que le il dans il s'est trop hâté de partir correspond à M. Rémy. Simplement, ici, il est intéressant de noter qu'il y a une indécision quant à ce qu'est ce il, puisque de la question de la durabilité de l'amour, on enchaîne immédiatement sur cette phrase, il s'est trop hâté de partir, le il pouvant de fait et grammaticalement désigner aussi l'amour, puisqu'il s'agit du nom masculin le plus proche. Le recours à la didascalie interne, j'entends madame qui vient, va la poster de fait de la même manière que M. Rémy comme metteuse en scène, comme stratège, ce qui va se traduire puisqu'elle va diriger Dorante. Ayez la bonté d'aller un moment sur la terrasse, mais finalement cette direction n'est jamais
que sa manière de suivre la mise en scène que M. Rémy lui a prescrite. Je vous laisse le soin de présenter votre futur à madame. Un point d'intérêt néanmoins dans cette réplique, c'est l'incise « Vos intérêts sont presque les miens », puisque ici on note d'une part comme une opposition, en tout cas comme un rejet entre le début et la fin de l'incise de la première et de la deuxième personne. Donc là où ils entouraient l'amour à la ligne 5, et bien ici ils sont rejetés des deux côtés, aux deux extrémités de la proposition. Et autre point, c'est précisément le mot intérêt qui peut être ici entendu en sileps. Ici il s'agit de l'intérêt amoureux, mais il s'agit aussi de l'intérêt économique et même de l'intérêt stratégique. En l'occurrence, ici il s'agit pour Marton d'appuyer la candidature de Dorante, officiellement parce qu'il l'aime, mais officieusement pour Marton donc, parce que s'il l'aime, elle pourra le manipuler et ainsi donc arriver à ses propres fins, sa stratégie qui est de convaincre sa maîtresse de se marier avec le comte pour qu'elle-même puisse toucher de l'argent. Et ici, du coup, on va voir les trois stratégies qui vont s'imbriquer clairement les unes les autres, celle de M. Rémy, celle de Dorante et celle de Marton, les trois stratèges étant identifiés aux lignes 8 et 9. Grâce aux arrangements de M. Rémy, vos intérêts sont presque les miens. La réponse de Dorante, qui est là encore une phrase nominale, volontiers mademoiselle, indique toujours cet aspect un petit peu distant de Dorante, qui ne veut ni se trahir, ni détromper Marton. Il est toujours en train d'obéir à la stratégie que lui a inculquée Dubois à la scène précédente. La sortie de Dorante s'accompagne d'une aparté de Marton. J'admire ce penchant dont on se prend tout d'un coup l'un pour l'autre. Il est intéressant ici de noter l'impersonnel, puisque effectivement on ne sait pas qui s'était pris de qui, ni dans quelle mesure. Impersonnel dont l'indétermination se redouble de sa place dans une subordination. Rien n'est indépendant ici, tout est subordonné à la mise en scène et aux stratégies de ces différents personnages. Je passe ainsi à ma deuxième partie. Il s'agit de l'entrée en scène d'Araminte, dont la première apparition va se faire via toute une série de questions, plaçant de fait Marton dans le statut de la confidente. Ici, il s'agit bel et bien d'entretenir une relation maître-valet beaucoup plus proche que simplement ce que voudrait l'étiquette, notamment avec l'aveu semi-amoureux d'Araminte. Il peut y avoir effectivement une sileps avec l'adverbe gracieusement accentué par l'adverbe intensif si, mais ici le mot gracieusement peut être entendu en sileps, peut-être même en hypallage, puisque effectivement il l'a salué gracieusement, mais peut-être lui-même est-il gracieux, et c'est ce qui a rendu gracieux son salut. Ici à demi-mot, qui est reconnu par Araminte, il s'agit d'une confession, d'une confidence à mi-voix entre femmes. Ce contexte amoureux va venir se renforcer par la question qui suit, est-ce à vous à qui il en veut? On pourrait presque entendre de la jalousie poindre dans cette question, notamment avec le son un peu dur de à vous à qui, et cette rupture de construction induite par la formulation interrogative et là encore par la subordination. Cependant, Marton la rassure immédiatement par une négation totale. Non, madame, c'est à vous-même. Simplement, ici, il est intéressant de noter le pronom disjoint est redoublé. Finalement, il y a là encore une espèce d'ironie tragique dans cette réponse, puisque Marton entend la question du point de vue de l'engagement de Dorante comme intendant, mais en réalité, sa réplique sonne étrangement au regard de l'intérêt amoureux de Dorante. Et c'est en cela qu'on peut entendre un petit peu de l'ironie tragique dans cette réplique. L'air assez vif d'Araminte peut permettre de rappeler l'attrait qui était sous-entendu par l'adverbe gracieusement. Elle est pressée, finalement, qu'il vienne, ce que traduit l'interrogation « Pourquoi s'en va-t-il ?» Et il est intéressant aussi de noter que l'on passe du « vous » désignant Marton à la ligne 14 au « on » désignant toujours Marton à la ligne 16. Ici, il y a une véritable dégradation. Elle reprend un statut de maîtresse. On est sorti de la confidence, de même qu'on sort de la jalousie. Marton reprend son rôle de stratège à travers l'usage du présentatif. C'est que, ici, ce qu'elle présente est bel et bien un stratagème. Il a souhaité que je vous parle avant. Le spectateur sait que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est elle-même qui l'a congédié. Donc Marton est ici clairement en train de mentir à sa maîtresse, mais ce mensonge vise à la réalisation de son stratagème, mieux le faire accepter auprès d'Araminte. Il s'agit pour elle de le définir, c'est le neveu de M. Rémy, mais là encore, toujours, cette définition se fait via une subordination, celui qu'il vous a proposé pour homme d'affaires. La présentation des personnages est toujours subordonnée à un stratagème intégré dans une stratégie.
Araminthe est pour l'instant la seule qui n'agit pas en stratège. Elle est la plus naturelle de tous les personnages ici présents, ce qui va se montrer par l'interjection A et la ponctuation expressive redoublée par le double superlatif absolu. Vraiment très bonne façon. À travers cette notion de bonne façon, nous avons là encore une syllèpse. D'une part, on parle de ses manières, puisque c'est ainsi qu'il l'a salué gracieusement, mais on parle aussi de son physique, puisque quelqu'un qui a bonne façon, c'est aussi quelqu'un qui a bonne face, qui est donc beau physiquement. Marton continue son stratagème, il s'agit véritablement pour elle de le faire accepter, puisque, comme elle l'a dit, les intérêts de Dorante sont presque les siens. En l'occurrence, ici, il s'agit de le faire accepter comme intendant, puisque ce sera un levier de plus pour elle pour convaincre Araminthe de se marier au comte d'Aurimont. Araminthe donne dans le piège, comme le montre le verbe croire, et on retrouve la locution « il a tout l'air de le mériter », reprise de la ligne 5. De la même manière que Marton avait été dupé par M. Rémy, eh bien Araminthe est elle-même à son tour dupée par Marton. Cependant, Araminthe émet un certain nombre de réticences qui vont être introduites par la conjonction de coordination en valeur adversative, mais formulées par le biais d'une structure comparative, il a si bonne mine que, formulée encore sous une forme interrogative, n'en dira-t-on rien, avec l'adresse en incise, Marton. Ici, on est de nouveau dans une relation beaucoup plus souple entre une maîtresse, certes, mais sa confidente, plus que sa suivante. Ici, il s'agit véritablement de parler d'amour à demi-mot. La réponse de Marton, qui est, elle, focalisée sur sa stratégie, le faire accepté comme intendant, est formulé sous la forme d'un raisonnement par l'absurde, étant obligé de n'avoir que des intendants mal faits. Simplement, ce qui est intéressant de voir, c'est que par répercussion, eh bien, elle va accentuer l'amour d'Araminthe pour Dorante. Elle-même, Marton était passé du vous au on, eh bien, Araminthe, à son tour, passe du vous au on, de la ligne 15 à la ligne 23. Donc ce parallélisme dans le traitement de l'une à l'autre va amener finalement Araminthe à accepter le stratagème. Le tu as raison d'Araminthe peut s'appliquer à absolument toutes les répliques précédentes, mais finalement il va falloir une raison socialement acceptable qui va prévaloir sur le raisonnement par l'absurde de Marton. Et cette raison, eh bien, c'est précisément que c'est Monsieur Rémy qui le donne. Araminthe soulignant là encore l'enchevêtrement des stratégies par l'intégration de Dorante à son service par le biais de M. Rémy. La clôture de cette réplique, je le prends, peut fonctionner du coup à plusieurs niveaux. Je le prends comme intendant, mais je le prends aussi tout court. La didascalie de Marton, comme s'en allant, semble signaler une fin de scène. Marton a poussé son avantage et elle a réussi à faire adopter Dorante comme intendant auprès de sa maîtresse. Vous ne sauriez mieux choisir. Simplement, elle n'en a pas fini avec sa stratégie, qui s'est complexifiée sous l'effet de celle de M. Rémy. C'est ainsi que je passe à ma dernière partie. Et puis revenant, la scène devait se finir, mais finalement elle n'est pas finie, puisque Marton doit ajouter quelque chose à sa stratégie. Êtes-vous convenu du parti que vous lui faites ? M. Rémy m'a chargé de vous en parler. Marton cite M. Rémy à la fois comme caution argumentative, mais aussi pour souligner que ce n'est pas de son fait. Ici, cette énonciation est toujours stratégique. Simplement, il s'agit encore d'un mensonge, d'une modification du réel. Monsieur Rémy l'a effectivement chargé de parler à Araminthe de quelque chose, mais en aucun cas du parti. En l'occurrence, ici, le mot parti est lui-même intéressant, puisque le parti dont il est question, c'est le parti d'intendant, c'est aussi le parti de Araminthe contre Monsieur le Comte, mais c'est aussi le parti amoureux. Et ce mot, du coup, utilisé en syllèpse, résonne, là encore, comme toujours dans cette scène, un petit peu comme de l'ironie tragique pour Marton. Cette ironie tragique se maintient dans la réplique d'Araminthe. Dès que c'est un honnête homme, il aura lieu d'être content. Précisément, cet homme n'est pas honnête. Il est introduit ici pour des raisons qui ne sont pas celles qui sont indiquées. Simplement, son amour, éventuellement, l'est, et c'est de cela qu'il aura lieu d'être content. L'antéposition de l'adjectif s'opposant sémantiquement à sa position postposée. Un honnête homme n'est pas un homme honnête, et ici, il s'agit bien d'un honnête homme, donc quelqu'un qui fait preuve d'honnêteté en termes de sociabilité et de galanterie. Nouvelle hésitation à partir de la part de Marton, elle n'en a pas fini. Elle doit à nouveau rajouter un dernier élément à sa stratégie.
elle l'a fait accepter comme intendant, puis elle l'a fait accepter comme appui du compte. Il lui reste à le faire accepter comme mari potentiel, et en l'occurrence ici ça se fera par le biais du petit appartement qui donne sur le jardin, petit appartement qui jouxte le sien, cette demande se faisant là encore par une interrogative, n'est-ce pas, qui est un stratagème efficace pour forcer une réponse positive. Ce qui vient, oui, comme il voudra qu'il vienne. Ici le comme il voudra résonne en sileps. Là encore, ce n'est pas lui qui veut, mais c'est bel et bien Marton. Elle a abouti à la totalité de ses stratagèmes, c'est pour ça donc qu'elle s'en va. Marton va dans la coulisse, mais Araminthe garde la main et garde sa position de maîtresse, avec l'ordre énoncé au subjonctif qu'il vienne. En quoi cette scène révèle-t-elle l'enchevêtrement des stratégies ? Alors tout d'abord, cet extrait va mettre en scène les multiples stratèges qui vont interagir dans ces trois scènes sans véritablement savoir que les autres sont des stratèges. Ce qui va donner lieu à tout un chassé-croisé d'informations vraies pour certaines, fausses pour d'autres, des informations qui sont omises par certains personnages ou cachées par eux, ou des informations qui sont modifiées, voire tronquées par d'autres personnages. En fait, ce chassé-croisé d'informations est là pour montrer au spectateur qu'il y a certaines informations qu'il va devenir stratégiques pour certains personnages, soit de révéler, soit de cacher. Et il est intéressant de noter que celui qui en sait le plus sur ce qui se trame chez Araminthe est précisément celui qui en parle le moins. En l'occurrence, eh bien, c'est Dorante. La multiplicité de ces stratégies vont se modéliser dans l'écriture théâtrale par des postures de metteur en scène que vont adopter les différents personnages. Au moment où je mets en place ma stratégie, je me fais moi-même metteur en scène, et en cela, cet extrait est truffé de remarques que l'on pourrait lire comme des mises en abîme. De la même manière, et pour poursuivre cette idée, l'enchevêtrement des stratégies va se révéler aussi par tout le système de double entente de la plupart des répliques, système qui est donc à intégrer dans le principe de double énonciation. Les personnages parle pour les autres personnages, mais parle aussi pour le public, qui en sait plus qu'eux et qui du coup peut en comprendre plus qu'eux. Et c'est en ce sens qu'on peut lire pas mal de répliques, un petit peu comme de l'ironie tragique, dans le sens où les personnages semblent pressentir inconsciemment du sort qui sera le leur, sort qui n'est pas conforme à leur stratégie. Au niveau stylistique, ça va se traduire par la multiplication frénétique des sileps dans tout l'extrait. On aurait donc ainsi un double aspect de ces stratégies. D'une part, un aspect dramatique, évidemment, puisque c'est cet enchevêtrement de stratégie qui permet à l'action d'avancer, mais ça va aussi avoir un aspect dramaturgique, précisément dans l'écriture de cette révélation à demi-mot, chacune de ces stratégies se révélant les unes dans les autres, précisément dans l'écriture théâtrale. Et en cela, par cet aspect dramatique de l'enchevêtrement des stratégies, Marivaux va finalement interroger le principe même de comédie de l'amour tout en le complexifiant. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de la négation dans la réplique lignes 21 et 22. La négation peut se construire soit autour d'un verbe conjugué, soit autour d'autre chose qu'un verbe. On parlera dans le premier cas d'une négation syntaxique et dans le deuxième cas d'une négation lexicale. Ici, nous n'avons pas de négation lexicale. Il ne faudrait pas considérer que le mot intendant serait constitué d'un préfixe privatif un, ce serait une erreur. Nous n'avons aucune négation lexicale. Cependant, nous avons deux constructions syntaxiques de la négation qui portent, elles, du coup, sur un verbe conjugué. En l'occurrence, je n'ai pas de peine à le croire et n'en dira-t-on rien. Dans les deux cas, la construction de la négation est dite bitensive, dans le sens où nous avons deux éléments qui encadrent le verbe conjugué. Le premier élément étant forcément l'adverbe ne, qui est considéré alors comme un discordantiel. Ici, dans les deux cas, le ne est élidé à cause de l'initiale vocalique, n'est et non, et d'un deuxième élément qui s'appelle le forclusif et qui va venir clôturer précisément la négation. Ici, les deux forclusifs que nous avons sont pas et rien. Ce qu'on observe, c'est que la proximité de ce forclusif par rapport au verbe conjugué est différente dans les deux cas. Je n'ai pas de peine à le croire. La négation encadre de manière stricte le verbe conjugué. Pour le deuxième cas, n'en dira-t-on rien. Rien est la contraction de aucune chose. En l'occurrence, ici, il est à noter que cette négation est prise dans un système interrogatif qui force donc à l'interversion sujet-verbe, le sujet étant directement lié au verbe et donc
placé à l'intérieur du forclusif, de même que pour le pronom COD en.